Bonjour à tous. Merci effectivement d'être présent cet après-midi. Je suis très très heureux de retrouver Catherine Corsini, puisque effectivement, comme on vous le disait, on a déjà fait ensemble une masterclass à Nice en octobre dernier, avec dans l'idée de suivre un fil qui va nous amener à dérouler un petit peu tout ton parcours. Le fil, c'était de se dire comment on fait carrière, effectivement, puisque si on compte les courts-métrages, on fête cette année tes 40 ans de carrière. La vache. Je sais, c'est dur. L'idée, c'est de suivre ce fil-là, de se dire comment on construit une carrière, comment, en tant que femme réalisatrice qui débute dans les années 80, en tant que femme lesbienne, comment est-ce qu'on se retrouve soi, comment est-ce qu'on fait un parcours vers soi à travers les films qu'on va développer, qu'on va réaliser, qu'on va écrire, sur lesquels on va travailler tout au long d'une carrière. Le début, en fait, pour toi, le cinéma, c'était avant tout quelque chose que tu envisageais comme comédienne. C'était une carrière d'actrice que tu envisageais. Oui, en fait, l'expression, j'allais dire, quand je suis montée à Paris, j'habitais pas si loin, j'habitais à 60 km de Paris, mais j'avais quand même toujours l'idée de monter à Paris. C'était effectivement pour devenir actrice, pour prendre des cours de théâtre. J'avais une petite notoriété dans mon lycée où on avait monté plusieurs spectacles. Assez pointu, puisqu'on avait monté des pièces de Witold Gombrowicz, de Roger Vitrac, enfin pas forcément voilà, j'allais dire, des classiques, Molière et tout, et qu'on avait joué aussi en dehors du lycée. Donc voilà, j'avais vraiment j'étais très très éprise, mais vraiment d'une manière presque un peu forcenée, comme j'étais dans ma jeunesse. Voilà, et je voulais absolument être actrice. Et quand j'ai débarqué à Paris, je suis arrivée dans un monde que j'ai trouvé beaucoup plus hostile, beaucoup plus compliqué, avec effectivement, par exemple, peut-être un physique comme j'ai, assez avec, qu'on pourrait dire entre guillemets, plus masculin que ce qu'on attendait d'une jeune première de mon âge. Donc les difficultés se sont accumulées sur mon travail d'actrice, parce qu'on me disait, mais parce qu'il y avait presque des fonctions, des rôles, des emplois. On était à l'époque où ça commençait à glisser, à se fissurer, à bouger, mais il y avait quand même, voilà, quand on était un peu ronde, on faisait la servante, quand on était svelte et les cheveux blonds, on faisait la jeune première. Donc tout le monde me disait, mais dans quel emploi la mettre? Il y avait un petit peu ça, même si j'ai travaillé avec des metteurs en scène beaucoup moins académiques, et dans les cours de théâtre que j'ai pu fréquenter, c'était quand même très violent ce qu'on me renvoyait, moi, en tant que jeune femme en construction, j'allais dire justement de son identité et aussi de son identité sexuelle, parce que j'étais quand même dans un grand flou. Et donc, ouais, c'était très, très dur, très violent, et j'ai subi beaucoup de ce que moi, je voyais comme des humiliations, comme des choses vraiment compliquées. Et j'ai eu une petite porte de sortie en fréquentant des gens de l'école de cinéma de l'IDEC. Et finalement, j'allais dire, le changement de place qui est arrivé au bout de 5-6 ans, le changement de place en me mettant vraiment du côté du metteur en scène, enfin je pense, m'a vraiment libérée et m'a quand même ouais, m'a soulagée, j'allais dire, de ce moment, j'allais dire, douloureux, et en même temps où j'ai aussi appris beaucoup de choses, parce que j'ai eu des professeurs assez extraordinaires. Après, je pourrais aussi parler que voilà, j'ai voulu rentrer au Conservatoire national de Paris en tant qu'actrice. J'ai eu la place je crois que j'étais 13e, et il prenait 12 personnes, et il y a une fille qui ne s'est pas présentée, qui ne venait pas, et du coup j'ai pris, pour vous dire, comme j'étais quand même un peu folle, j'ai décidé que cette place, voilà, il fallait que je la prenne puisqu'elle n'est pas occupée, alors qu'en fait, j'allais dire, administrativement, je n'existais pas, mais j'étais quand même, j'ai passé 2 ans au conservatoire comme une espèce d'élève fantôme, travaillant notamment avec Pierre Debauche, avec Antoine Vitesse, avec Michel Bouquet, mais sans vraiment statut officiel. C'est-à-dire que quand je disais que j'étais obsédée par l'idée de vouloir faire du théâtre, etc., voilà, je me suis mis dans cette place. Voilà, j'ai été voir le directeur du théâtre, je lui ai dit, enfin du conservatoire de l'époque, Jacques Rosner, et je lui ai dit, voilà, mais la fille n'est pas venue, donc c'est normal que je sois là. Il m'a dit, bah non, c'est pas dans les statuts. Je dis, ouais, mais c'est comme ça. Et donc voilà, et plein de professeurs d'ailleurs ne savaient même pas que j'étais
pas vraiment une élève, quoi. Enfin, que j'étais une élève fantôme et tout. Bon voilà, donc j'ai tenu le coup 2 ans, mais au bout d'un moment, finalement, le syndrome de l'imposteur, peut-être, m'a rattrapée. Je me suis sentie tout de même pas complètement désirée. C'est-à-dire que mon aveuglement a fait que pendant 2 ans, j'ai tenu cette place, et puis à un moment, ça s'est écroulé, mais vraiment d'un coup, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place, et là, j'ai eu une espèce d'angoisse terrible. Et il se trouve qu'entre-temps, j'avais, grâce à justement Antoine Vitesse, qui avait fait venir des élèves de l'IDEC, et qu'on avait échangé, travaillé avec eux. J'avais travaillé un petit peu comme actrice dans leurs films. C'est là où le changement de rôle, s'est opéré. Et comment se fait le déclic pour arriver à faire ce premier long métrage en 87 qui s'appelle Poker et qui est, de façon assez ironique, est quand même l'histoire d'une femme dans un monde d'hommes et qui est un film, on pourrait dire, très masculin, parce que on est plutôt dans le film noir, dans quelque chose proche du polar. Comment est-ce que tu arrives à ce premier long et pourquoi ces thématiques-là et pourquoi cette atmosphère-là? Là, je passe le fait que je fais 3 courts-métrages. Quand même, le premier, je le fais avec justement, je tombe amoureuse d'une fille qui était élève à l'IDEC. Et comme j'ai envie de la voir tout le jour, j'écris un court-métrage, et comme elle est caméraman, je suis vraiment collée à elle. Donc ça me permet c'est toujours des raisons particulières qui font qu'on a envie de faire des films, mais je trouve que c'est une belle raison, que c'est une raison amoureuse finalement. C'est ce qui motive 80% des films, je crois encore. Qui m'a fait faire ce premier court-métrage. Après, je fais 2 autres courts-métrages qui ont eu des prix, et c'est pareil, il y a des rencontres amoureuses ou pas, et puis le premier long-métrage, c'est-à-dire que je suis pareil, je suis dans un moment aussi de ma vie où je suis quand même quelqu'un, comment dire, de passionnel ou de passionné, donc le théâtre, il faut vraiment puis d'addict. Donc tout d'un coup, je tombe dans le jeu, quoi, mais vraiment dans le jeu, c'est-à-dire que je deviens une joueuse de poker avant le film et après le film encore plus, puisque je perds tout ce que j'ai gagné comme argent sur le film. Mais comme je joue au poker et qu'effectivement je joue qu'avec des hommes, et que je suis aussi dans une recherche d'identité et de ma place, pareil, hein, comme actrice, et là pareil avec des hommes, et aussi dans mon identité sexuelle, mes choix sexuels, c'est que je suis dans un moment aussi compliqué. On ne vit pas comme aujourd'hui. Les empêchements sont plus forts, je pense, au niveau familial, au niveau sociétal. Donc il faut voir que dans cette longue carrière, je viens d'un moment où la société est quand même encore fermée, justement par rapport à l'homosexualité, qui est encore considérée comme une maladie mentale jusqu'en 81. Donc le jeu, je sais pas, le jeu est un endroit dans tous les cas qui me procure à la fois des sensations énormes, parce que je joue de l'argent que j'ai pas, parce que je risque des choses, parce que je suis la seule femme dans un milieu d'hommes, etc. Donc j'ai envie de faire un film là-dessus. Mais j'ai envie de commencer à faire des films en me mettant justement peut-être à un moment où le cinéma français, c'est aussi beaucoup du polar, beaucoup des films de genre. Bon, évidemment, énormément de films réalisés par des hommes. Il y a très peu Agnès Varda, à l'époque, ne fait plus de films de fiction. Elle n'est pas encore vraiment à commencer sa période de documentaire. Il y a les films de Chantal Akerman, mais qui sont aussi, qui sont après 80, qui sont un peu plus rares. Enfin, il n'y a pas de représentation dans tous les cas de films réalisés par des femmes. Il y en a, on n'est pas vraiment nombreuses. Il y a Claire Denis qui commence. J'allais dire dans des femmes de cette époque, il y avait je sais plus, il y avait une femme qui s'appelait Charlotte Dubreuil qui avait peut-être fait un film. Il y avait, je crois qu'Anne Fontaine, c'est après. Enfin voilà, donc on n'est vraiment pas très. Ça arrive plutôt après, plutôt début des années 90, ouais. En fait, la nouvelle vague d'un cinéma féminin. Donc j'ai envie
de m'affronter aussi sur le même terrain que ce que sont les propositions, j'allais dire, du cinéma français. Et j'avance pas du tout sur un film. Enfin, le film est personnel parce que c'est l'histoire d'une joueuse, mais c'est pas l'histoire d'une jeune femme comme moi. Je prends Caroline Cellier qui est beaucoup plus âgée. Je raconte une histoire beaucoup effectivement comme une espèce de film plus polar, etc. Moi, je trouve pas le film très réussi quand je l'ai pas revu, mais parce que voilà, il est emprunté. Je prends des chemins un peu trop compliqués au lieu justement d'aller directement peut-être vers quelque chose de plus personnel. Mais je pense que j'ai besoin de chercher aussi un affrontement, de chercher dans le genre, de me dire que je vais aussi imposer quelque chose de voilà, que je vais être aussi forte que le cinéma qu'on nous fait voir, en mettant un personnage quand même féminin au centre, à qui il arrive évidemment une grosse dette, qu'elle doit absolument trouver de l'argent, et comment elle va opérer pour trouver cet argent, et la pression qu'elle a de gens un peu mafieux qu'elle fréquente et qui se révèlent être des gens vraiment assez peu sympathiques, etc. Et en même temps, une histoire un peu personnelle aussi avec son frère, qui est aussi un type un peu secret, qu'elle ne comprend pas très bien. Enfin bon. Mais bon, dans tous les cas, je passe par ce biais-là. Le film est un échec total, catastrophique. Je m'embarque aussi avec on n'arrive pas à trouver d'argent, donc je m'embarque avec un producteur très, très connu et très reconnu sur la place de Paris, qui s'appelle Alain Sard, qui en fait est dans une très mauvaise passe, donc fait ce film pour ses frais généraux, pour prendre de la... Enfin, c'est pas du tout un rapport, j'allais dire, comme je peux après avoir avec des producteurs, c'est pas du tout un rapport ni de confiance, ni d'amitié, ni de me soutenir, ni d'essayer que le film soit vraiment... voilà, c'est vraiment... Donc je m'embarque, je suis contente parce que je me dis que je voulais faire un film avant mes 30 ans, je fais un film avant mes 30 ans parce que ça c'est aussi mon côté comment dire, très de tenir, d'être volontariste, voilà. Mais en même temps, parfois, le côté volontarisme, c'est pas que ça me fait prendre des vessies pour des lanternes, mais que au lieu de peut-être de me dire j'attends, je vais le faire autrement. J'avais attendu longtemps avec d'autres producteurs, dont les producteurs de mon court métrage, qui n'avaient pas réussi à monter le film. Donc, je me retrouve embarquée avec Alain Sard et je ne peux pas dire que c'est une période... je souffre beaucoup en faisant ce film, en fait. Il m'impose beaucoup de choses, le chef opérateur. Enfin, voilà, je me fais vraiment dépouiller de beaucoup de choses. Donc, et je me dis toujours que je vais être assez forte, que je vais y arriver. Mais en fait, je tourne et quand je rentre chez moi, je pleure et je vais tourner. Mais c'est quand même compliqué. Je tiens, bon, mais voilà, mais c'est pas comme ça que j'envisage de faire du cinéma. Je me dis, après ça, j'arrête, c'est fini. Et d'ailleurs, je passe 2 ans après à ne faire que jouer au poker et à perdre tout ce que j'ai gagné et plus, jusqu'au jour où je rencontre un copain dans la rue du lycée que j'avais perdu de vue et qui me sauve en me proposant d'aller donner des cours à la Fémis. Voilà. Et le film suivant, c'est en 94, c'est Les Amoureux. Où à la fois peut-être que tu as plus la maîtrise de ce film-là. En tout cas, moi je pense qu'à partir de ce film-là, tu commences à imposer quelque chose, à imposer ton regard, et en même temps à te transposer toi aussi dans des personnages, à essayer de glisser quelque chose de très personnel dans les personnages des amoureux, et peut-être plus dans le jeune homme, dans le personnage de Marc qui est interprété par Pascal Servaux dans le film, où tu mets beaucoup de toi. Alors, financièrement, je fais quand même deux téléfilms parce que j'ai réussi à faire 2 téléfilms. Et je rencontre sur l'un des téléfilms Nathalie Richard que je vénère, que je trouve une actrice magnifique. Et puis, je me dis, sur Les Amoureux, si je refais un film... c'est comme mon premier film, c'est-à-dire que on ne m'imposera personne, je choisirai chaque acteur, chaque technicien, tout. Voilà, le producteur avec qui je m'entends bien, même si on a des moments, enfin comme ça peut être parfois douloureux et chaotique, mais bon, dans tous les cas, c'est le premier film de la boîte de Jean-Michel Ray.
À l'époque, on est un peu une bande. Il a sorti le film de Cédric Kahn. Je fais venir Xavier Beauvois pour un rôle dans un petit rôle mais important, puisque il va être la première personne qui a un rapport avec, qui va, j'allais dire, avoir un rapport avec Marc. C'est son premier amant. Donc il a le personnage, et le rôle de Xavier est très délicat. Dans tous les cas, voilà, je m'entoure dans tous les rôles, dans tous les gens autour du film, vraiment de personnes que je choisis, et on fait un film extrêmement, alors là pour le coup, comment dire, on est vraiment une famille, quoi. On est une famille, on est unis. C'est un film qui se tourne dans les Ardennes. On passe 8 semaines vraiment pendant tout un été. On partage énormément d'émotions. On fait beaucoup la fête. On mélange et le film et la vie, et tout est une espèce de. Ça, c'est vraiment tout d'un coup. Je suis au cœur de ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on traverse une expérience ensemble. Le tournage du film est autant, j'allais dire, est aussi fort que ce qu'on essaye de mettre dans le film. On est tous à contribution sur. On se pose tous des questions sur la déco. Enfin voilà, il y a quelque chose qui traverse, j'allais dire, tout ce que j'ai pas pu faire avant, donc ce que j'ai pas réussi à faire dans Poker, dans tous les cas, c'est voilà. Même dans le théâtre, parce qu'il y a l'idée de troupe, quoi. Oui. Il y a vraiment une idée de discuter même les scènes, voilà. En plus, on est à l'épaule, on travaille pas mal à l'épaule. On fait quand même des films comme on fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en 35 mm avec une caméra. On n'a pas de retour. On est dans un petit cinéma à côté dans le village dans lequel on tourne, qu'on réouvre pour voir les rushs le week-end. On regarde des rushs en film. Enfin, c'est aussi toute une époque, hein. Mais c'est un moment assez vertigineux. Pascal, que je choisis, il a 15 ans. C'est le premier film. Je me souviens du contrat qu'on va lui signer, où je demande d'ailleurs qu'il soit mieux payé, parce que quand même le directeur de production essayait de le payer que dalle. Il l'a pas payé beaucoup plus cher, mais quand même un peu mieux, et devant ses parents. Enfin voilà, qui me confie. Enfin, c'est quand même c'est une aventure, quoi. Et je me souviens très bien quand on l'a ramené la veille ou même presque le jour où il est rentré au lycée en seconde ou en première, je sais plus. Enfin vraiment, je crois que c'était on avait passé 2 mois ensemble, et on se quittait. C'était un arrachement, parce qu'on avait vraiment traversé un moment assez fort. En plus, c'est rien de le dire, mais quand je lui ai fait passer des essais, et que je lui ai dit au bout d'un moment, alors en plus c'est marrant parce que j'étais avec Cédric Kahn, c'est lui qui filmait, enfin on était quand même, il y avait quelque chose de très chaleureux dans la manière dont on fonctionnait tous ensemble, tous en bande, quoi. Et je fais passer des essais donc à Pascal, et on lui raconte que c'est l'histoire d'un jeune garçon homosexuel, et quand on lui fait envoyer le scénario, il dit non mais je veux absolument pas jouer ça, et voilà, donc ça a été quand même compliqué, alors que bon, c'est pas maintenant pas se cacher que Pascal est homosexuel, mais voilà. Donc, il était là l'année dernière, puisque tous les acteurs de Gaël Morel étaient venus lui rendre hommage l'année dernière, et il était là. Et donc voilà, ce film, c'est une très belle aventure, parce que je me souviens, donc il revient pour ses essais, et j'avais sélectionné 12 garçons, et on a passé toute une journée avec Nathalie Richard qui donnait la réplique, et on jouait des scènes, pas complètement des scènes du film, parce qu'en général j'aime pas déflorer les scènes du film, donc c'est toujours des scènes qui ont été écrites avant, qui ont à voir à faire avec ce qu'on va tourner, mais qui sont pas exactement les mêmes scènes, pour pas déflorer, parce que des fois quand on les entend trop, je trouve qu'après elles s'abîment. Et puis parfois je suis revenue sur cette méthode, et parfois j'ai au contraire travaillé beaucoup les scènes pour encore plus les améliorer, mais ça dépend des films. Je change un petit peu parfois de manière de fonctionner, mais dans tous les cas il y avait donc ces 12 garçons qui font les essais avec Nathalie, et je me souviens que Pascal arrive avec elle, et ils font les essais, et là mais
je sais pas comment dire, mon cœur fait chouing, je fais des bonds, je me dis mais ça y est, c'est extraordinaire quand on sent qu'on a trouvé le couple, quoi, quand on sent qu'on a trouvé les acteurs, quoi. Je sais pas comment dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un truc voilà, je me disais il faut absolument qu'il fasse le rôle, sinon ça m'est arrivé pareil avec Virginie Efira et Neil Schneider, hein, quand Neil est venu, alors que juste avant, je m'étais dit, je vais lui dire de ne pas venir, il est trop jeune, ça ne va pas le faire, etc. Je me suis embarquée avec lui, parce qu'au départ, ça jouait Louis Garrel, qui m'a dit non, enfin, etc. Donc je me suis dit, enfin, qui ne m'a jamais dit non, d'ailleurs, ça c'est encore autre chose, mais donc... non, mais c'était la même chose, tout d'un coup, il y a Niels et Virginie, là, alors que Virginie m'avait dit, on discute après pour que tu... J'ai dit tout de suite, j'ai dit, je sais pas comment dire, il y a des évidences, enfin pour moi, hein, qui sont peut-être pas les mêmes. C'est une évidence qui a duré en plus. C'est une évidence qui a duré, mais bon. Mais dans tous les cas, voilà, donc Pascal et Nathalie sur les amoureux, la manière de fabriquer le film... ce que tu projetais de toi dans ce personnage. Alors, évidemment, les amoureux, ça se passe dans les Ardennes, pas très très loin de là où j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, je vivais dans limite Aisne, Seine-et-Marne, donc c'était pas non plus. Enfin, c'est dans tous les cas, c'est dans l'est, etc. Et évidemment, l'histoire de ce jeune garçon qui est amoureux de son copain de lycée, qui a du mal à vivre son homosexualité, sa sœur qui revient, qui a fait la vie. Et évidemment, moi, je suis beaucoup plus proche du personnage de Marc. Mais à l'époque, et je me souviens que la scénariste avec qui j'avais travaillé m'avait dit, mais tu veux pas que ça soit une fille qui... Et j'ai dit, ah non, je n'assumais pas suffisamment. Il fallait que ça passe par le visage, par le corps de ce jeune homme et que je transpose mes propres, j'allais dire, questionnements et mes propres interrogations et mon homosexualité refoulée, voilà, que ça passe par le personnage d'un jeune homme. Et le film suivant est peut-être plus explicite, c'est peut-être plus l'affirmation, pour le coup, d'une jeune femme. Quand on pense à la nouvelle Ève et au rôle que tu confies à Karine Viard dans le film, où il y a vraiment quelque chose de l'affirmation du parcours d'une femme qui avance tête baissée où elle veut. C'est-à-dire que c'est par morceaux, hein, parce que dans Les Amoureux, il y a des choses aussi du personnage quand même de la sœur de Nathalie qui sont aussi... J'avance par morceaux et par empilement presque parce que la joueuse de poker, il y a des choses évidemment qui sont proches de moi. Dans les personnages du garçon, il y a des choses proches de moi. Et puis il y a aussi dans le personnage... Et après, dans la nouvelle Ève, en fait, c'est pareil. En fait, l'histoire de ce film, c'est mon histoire, moi, avec une femme, et ça, je raconte évidemment une histoire hétérosexuelle, mais quand même, je raconte l'histoire de ces deux grandes amies qui sont homosexuelles et qui la sauvent tout le temps. Enfin bon, voilà, mais c'est aussi une histoire d'une femme de la trentaine, complètement parisienne, qui est une espèce comme ça aussi de forcené, de terroriste de l'amour, c'est-à-dire qui décide que si quelqu'un l'aime, elle est obligatoirement aimée en retour. Donc ça, c'est une hypothèse tout à fait qui m'appartient. et donc, à partir de cette injonction, elle jette son dévolu sur quelqu'un et ça va être difficile d'échapper à sa folie qui, en même temps, par moments, va être désavouée. Elle va passer j'allais dire, des bras d'homme en homme en homme. Après, là où le film me ressemble, par rapport aussi à une période assez chahutée, c'est que quand j'ai revu le film récemment, j'ai participé à la restauration du film et à l'étalonnage de la copie numérique, donc j'ai pu le revoir. Déjà, je trouve que Karine Viard est quand même... c'est un de ses premiers grands rôles. Elle est absolument incroyable dans tous les plans, quoi. Il y a vraiment quelque chose et c'est pareil, il y avait quand même un truc assez joyeux dans le film,
même si ça a été compliqué, parce que j'avais choisi un acteur, et au bout de 8 jours, j'ai changé d'acteur, donc ça a été quand même un truc de fou, parce que le producteur, Paolo Branco, qui faisait les films les plus singuliers du cinéma français pendant longtemps, et qui produisait à l'époque 12 films ou 20 films par an, c'était une espèce d'atelier, enfin les bureaux de production, il y avait des films et des films et des films, enfin ça allait de Il n'y avait pas toujours l'argent, mais il y avait. Il n'y avait pas l'argent, mais bon, il y avait, voilà, on était encore avec des téléphones et souvent il n'y avait plus de réseau parce qu'ils ne payaient pas. Enfin, bon, mais dans tous les cas, le film, peut-être parce que justement, je voulais raconter l'histoire d'une femme qui était amoureuse d'une femme et que j'ai mis un homme à la place, que l'homme, ça n'allait pas, donc j'étais obligé de changer. Et donc, le producteur m'appelle et il me dit, mais c'était un samedi soir, mais tu vas prendre qui? Tu vas prendre qui? Je dis, mais écoute, je sais même pas. Donc, c'était quand même, fallait le faire pour nous suivre et tout. Je lui ai juste promis que la fin qui devait se tourner à Marseille et la figuration, j'allais couper, j'allais refaire, j'allais trouver d'autres solutions pour que ça coûte moins cher, etc. Puis finalement, pendant le week-end, j'ai appelé Pierre Lourageau, qui est venu du jour au lendemain, comme ça, reprendre un rôle. Et même toute l'équipe, au début, ne comprenait pas qui était ce garçon. Ils en avaient vu un autre avant, donc ça avait été quand même assez compliqué et drôle. Mais le film, il y a quelque chose, quand je le revois, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un aussi qui... Elle a cette... Quand je dis, elle a une espèce d'injonction comme ça, de dire, voilà, si j'aime, je suis aimé en retour, mais c'est parce qu'elle est extrêmement fragile, elle passe justement d'homme en homme, elle ne sait pas où elle en est, elle boit beaucoup. Elle a beaucoup, et je me souviens aussi pour l'anecdote, c'est que Karine Viard me disait, mais j'ai jamais pris de cuite de ma vie, est-ce que tu peux me dire comment ça fait? Et là, moi, j'avais une belle expérience. Enfin, donc, de pas mal de... Donc, je lui ai dit, oui, t'inquiète. Donc, je lui expliquais exactement les mots de tête, le truc. Je me souviens toujours, j'étais dans le lit, j'étais là, voilà. Et pour aussi une autre anecdote, au tout départ du film, quand j'avais un autre producteur qui voulait absolument que je fasse ce film avec Valeria Bruni Tedeschi. Et Valeria, c'est donc le personnage de Camille, elle est maître nageuse. Et Valeria, on s'est donné rendez-vous. Elle était enthousiaste sur le scénario. Elle a commencé à prendre des cours de natation, etc. On devait faire le film ensemble. Et puis elle m'a laissé tomber. Donc ça a été extrêmement cuisant. Comme j'ai perdu mon producteur. Ça a été compliqué. Je suis retourné voir Karine Viard à qui j'avais dit non. La première fois, donc voilà, qui après m'a dit je suis enceinte, donc j'étais obligée d'attendre. Enfin bon, ça a été un rebondissement et très très compliqué. Mais bon, le film c'est fait, on l'a retravaillé, etc. Et donc sur le dernier film, je suis allée retrouver Valeria. Ça faisait 25 ans ou 30 ans, je sais pas, j'avais une dent contre elle qui s'est évidemment avec le temps. Malgré mon côté corse, c'est émoussé, et puis je la voyais quand même beaucoup. 22 ans, ça fait longtemps quand même pour se réconcilier. Voilà. Et je l'avais vue et dans ses films, et donc quand on s'est retrouvés, ça a été finalement pour mon plus grand bonheur et pour le sien aussi, parce que je pense qu'on s'est extrêmement bien entendu sur le dernier film avec Valeria. Mais c'est marrant, comme les choses il y a des liens, il y a des choses qui circulent entre les films. Et de l'avoir perdu à ce moment-là de façon cruelle, enfin c'était douloureux pour moi, et puis de l'avoir retrouvé, je me suis dit que voilà, il y avait une histoire qui se racontait et qui se terminait plutôt bien dans notre travail dans tous les cas, puisque c'était extrêmement délicieux de travailler avec Valeria aussi. Mais sur le fait est que la Nouvelle Ève, on est à un moment dans le cinéma français où je me souviens très bien, parce que le film a été au festival de Berlin à... Comment ça s'appelait Panorama, non? Je sais plus dans quel... Panorama, voilà, c'est ça. Et on était à un moment où les films français marchaient pas du tout. Et La Nouvelle Ève a été un succès, enfin, pas énorme, mais quand même. Et je me souviens, parce que beaucoup de gens venaient me voir en me disant c'est formidable. C'était comme et après, il y a eu le film de Tony Marshall, Vénus Beauté, qui a extrêmement bien marché aussi.
il y avait eu le film de Pascal Bonitzer qui s'appelait Rien sur Robert, je crois, qui avait aussi très bien marché. Il y a eu une espèce tout d'un coup de plusieurs films comme ça on avait un cinéma français un peu morose. Mais à partir du moment où je fais La Nouvelle Ève, dans les années 90, il y a Tony Marshall, que j'avais connu d'ailleurs du théâtre et qui a commencé un peu après moi. Il y a Noémie Lovski, il y a Laurence Ferreira Barbosa, il y a Laetitia Masson. Voilà, tout d'un coup, il y a une émergence quand même de cinéastes. Il y a Pascal Bailly qui, depuis, fait peu de films. Il y a Dominique Cabrera. Enfin voilà, tout d'un coup, il y a vraiment tout un pan quand même de réalisatrices qui émergent et qui donnent du sens aussi à un cinéma qui a des regards qui doivent être quand même plus multiples que ce à quoi on assistait jusqu'avant, quoi. Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce fameux regard féminin, du female gaze. Est-ce que, par exemple, sur La Nouvelle Ève, c'est quelque chose dont toi tu as conscience, du regard que tu apportes, du regard de femme que tu peux apporter sur ce sujet, sur ce personnage, sur sa liberté ? Écoute, je pense qu'à l'époque, je n'ai pas ce... j'ai pas ce prisme. Je reconnais qu'il y a quelque chose quand même de très intéressant aujourd'hui, c'est que j'imagine commencer justement à faire du cinéma aujourd'hui. On a tous ces outils, on a tous ces éléments, on a quand même quelque chose de beaucoup plus solide sur lequel on peut compter. Alors que moi, j'avançais vraiment, comme je dis, comme une forcenée, mais j'avançais sans trop savoir. J'avais instinctivement l'idée que ça bousculait des choses, oui, j'avais envie de raconter, que mes personnages féminins m'emmenaient, mais j'étais loin d'avoir, j'allais dire, les éléments intellectuels, de langage et que je peux avoir aujourd'hui, quoi. Mais c'est sûr que en relisant et en revoyant le film, il est complètement dans ce sillage, dans cette perspective, justement dans cette manière à la fois volontaire, mais aussi après c'est une femme on pourrait dire aussi, après c'est une femme qui cherche l'amour, c'est une femme qui est dans un questionnement, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'en laisse pas abattre, qui se laisse pas, et qui est le moteur du film. Ça pour être le moteur, c'est une vraie locomotive. Elle a beaucoup d'humour et puis elle se satisfait pas de ce que l'autre lui donne. Donc elle le renvoie, elle le renvoie vraiment dans les brancards et quand elle laisse tomber son amant qu'elle utilise un peu, il y va pas par quatre chemins, il lui met vraiment son poing dans la gueule. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des rapports, elle aussi, elle met son poing dans la gueule à une copine. Enfin, on est dans des rapports extrêmement, j'allais dire, à la fois brutaux, à la fois c'est drôle, hein, donc c'est pas de la violence. Je veux dire, c'est des choses comme ça, ça se cogne, ça se frappe, ça tombe, il y a aussi de la comédie par rapport à ça, quoi. 2 ans plus tard, tu réalises que j'ai envie d'appeler ton premier film lesbien, est-ce que j'ai le droit ? La Répétition, en 2001. Cette histoire entre 2 femmes, vraiment, une relation très, très intime, très forte, pour laquelle tu vas notamment chercher l'actrice québécoise Pascale Bussière, qui était à l'époque connue pour ce film When Night is Falling, qui était un hit du cinéma lesbien de ces années, de la fin des années 90, début des années 2000. Comment est-ce que tu construis cette histoire et est-ce que tu vas aussi loin que tu aurais D'ailleurs, je pensais qu'elle était lesbienne, mais elle ne l'était pas du tout. Grosse déception, alors. Grosse déception. Est-ce que tu as l'impression d'être allé... Déception encore. Ce qui a été de pire, c'est quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle était enceinte et donc... c'était dur pour moi, je n'aimais pas du tout ça. Tu as failli la renvoyer direct à Montréal. Je me suis dit, je ne suis pas si méchante. Justement, ce film, est-ce que tu as l'impression, en le revoyant aujourd'hui ou en te repenchant un peu dessus, est-ce que tu as l'impression qu'il est peut-être à mi-chemin ? Est-ce que tu aurais peut-être voulu aller plus loin si tu le refaisais aujourd'hui, tu irais plus loin ?
Oui, pour moi, c'est vraiment le film, j'allais dire, qui est crypto-lesbien, quoi, qui est pas non plus complètement assumé, parce il passe par aussi le film de genre. Hein. On a vraiment l'impression qu'il est plus proche de Jeunes femmes cherchent appartement. C'est une relation vraiment toxique entre deux femmes. C'est une relation de rivalité, de jalousie. Il y en a une qui réussit là où l'autre aurait aimé réussir, et voilà. Et on sent qu'il y a ce rapport à la fois de fascination, d'ambiguïté. Après, j'aime bien ce genre de film, et j'aime bien ce genre d'ambiance, et j'aime bien ce genre d'ambiguïté, de relations comme ça, qui peuvent être vraiment, je trouve ça assez jouissif, etc. Sauf que je trouve que le film est un tout petit peu, par moment, le cul entre deux chaises, et à la fin, il punit un peu, l'autre pique le mec enfin, elle pique le mec à sa copine. Enfin, il y a un truc, je trouve, qui se termine un tout petit peu d'une manière un peu, pas d'une manière noire, mais d'une manière un peu sombre aussi, justement sur ce que c'est pas des choses vers lesquelles j'irais aujourd'hui. Je trouverais ça justement pas du tout libérateur par rapport justement au regard qu'on peut avoir, qu'on peut porter sur les relations homosexuelles, mais très conventionnel, quoi. Je trouve qu'il y a un truc de convention qui abîme un peu le film à cet endroit-là, quoi, ou qui rend le film un petit peu aigre pour moi, et pas assez fort même, je trouve. Mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais il y avait c'était un chemin qui était encore compliqué pour moi, et qui n'était pas encore solutionné, et j'ai un peu des regrets sur le film, parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui n'ai pas osé, ou je pense que j'avais peut-être la place de le faire, et que voilà, que j'en ai, dans tous les cas, j'ai eu l'impression de manquer ou d'audace, ou de ne pas aller assez loin, quoi, dans le film, même si je reconnais qu'il y a quand même une scène d'amour entre les deux filles, que j'ai failli ne pas tourner presque, tellement j'étais un peu justement mal à l'aise. Et heureusement que les actrices m'ont dit, ah non, 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 on la tourne, Catherine, non, non, absolument. Donc, non, c'est vrai qu'il y avait une espèce de chose un tout petit peu ambiguë, je trouve, et pareil, entre le genre et qui n'était pas tout à fait solutionné. Je vais passer rapidement sur Les Ambitieux pour aller sur Partir, parce que ce qui est assez intéressant, je trouve, que dans Partir, c'est que tu racontes une histoire d'amour qui sort des cadres. En fait, c'est cette histoire d'amour entre Christine Scott Thomas et Sergi Lopez, qui sort complètement du cadre traditionnel de l'histoire d'amour, en tout cas de façon sociologique, puisqu'ils appartiennent à des milieux très différents, et qu'on a affaire à un coup de foudre qui passe avant tout par les sens. Alors là ce film, il fait vraiment il y a des gens qui comprennent pas, parce que c'est vraiment un film justement très hétérosexuel. Mais quand j'étais enfant, là où je passais mes vacances, je m'ennuyais beaucoup, et j'observais énormément. Et je me suis toujours raconté une histoire d'amour entre une femme qui, à mon avis, pour lequel je devais avoir un sentiment amoureux très fort, mais comme j'étais très, très jeune, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et je l'imaginais avec un homme qui faisait des chantiers quand il passait devant chez elle, etc. Et je m'étais raconté vraiment... C'est un peu Lady Chatterley. Voilà, je m'étais un peu raconté cette histoire, et j'ai eu envie de la mettre en scène, finalement, d'en partir. Je suis allé au bout de cette histoire que je m'étais déjà racontée quand j'étais très jeune. Et peut-être c'est un des films aussi, parce que dans La Nouvelle Ève, ce que je trouvais qui m'avait manqué, c'est que je voulais me moquer à l'époque, puisque Camille tombe amoureuse d'un cadre du Parti socialiste, et je voulais me moquer de la politique, mais m'en moquer d'une manière, j'allais dire, peut-être plus précise. Je trouvais que j'avais manqué le côté politique du film, que c'était juste une espèce d'écorce, un petit peu, et que j'aurais dû aller un peu plus loin
Et donc, j'avais envie de renouer aussi avec tout ce cinéma qui m'interroge et qui m'interpelle et de cinéma que ça peut être de Ken Loach ou même du côté social. Et ça m'intéressait d'en partir. Je pense que ce qui rend le film particulier et original, c'est l'histoire d'une femme qui se déclasse parce qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui n'est pas de son bien qu'elle. On sent qu'elle est arrivée d'Angleterre, puisque j'ai pris Christine Scott Thomas en tant que babysitter de gamins, et puis qu'elle est restée dans cette famille et qu'elle a épousé donc elle revient peut-être de l'endroit où elle est, je sais pas, mais dans tous les cas, elle est dans un milieu extrêmement bourgeois avec un homme qui a du bien, etc., qui est assez qui est assez narquois avec elle. Bon, voilà, elle a 2 enfants, une belle maison, une voiture de sport, etc. Et tout. Bon, et elle tombe amoureuse de cet ouvrier qui vient faire des travaux chez elle. Et c'est vraiment une romance, mais c'est une tragédie aussi parce que ça va jusqu'à la mort, ça va jusqu'à quelque chose de très échevelé, voilà. Je pensais beaucoup aussi à des films qui m'avaient quand même beaucoup marqué, comme La femme d'à côté. Je pensais aussi à des films de Fassbinder qui sont des films un petit peu comme ça, comme dans des écrins, comme Tous les garçons s'appellent Ali. Avec tous les histoires de rapports de pouvoir. Voilà, de rapports aussi de couples qui sont mal assortis et de rapports effectivement de domination et de rapports d'argent. Enfin voilà, parce que le mari essaye d'en partir et vraiment il assèche, j'allais dire, sa femme financièrement. C'est terrible et il fait peser une pression sur son amant. Donc voilà, donc j'ai quand même beaucoup j'aime vraiment beaucoup le film pour son espèce c'est un récit assez droit comme ça, qui file vite et qui, je trouve, a une force. Et puis c'était vraiment aussi bon, c'est vrai que c'est aussi mon plaisir on le voit à chaque fois d'avoir une actrice différente avec lesquelles j'ai un rapport souvent très 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 fort, et d'essayer de l'amener à un endroit où on l'a jamais vu, quoi. Et notamment avec Christine, qui est pas une actrice facile, mais et avec qui ça a été par moments très très douloureux, très compliqué, puis par moments très passionné. Enfin, c'était très très en dents de scie, mais ça montre bien aussi c'est le propre des relations passionnelles. C'est la de la relation passionnelle, mais de la relation passionnelle aussi du film, quoi. Donc non, et puis c'était un film d'été, il faisait très très chaud, il y avait des records de chaleur à Nîmes, on était dans une espèce de je sais pas comment dire, il y avait pareil une espèce d'ambiance extraordinaire. C'est la 2e fois que je tournais aussi avec Sergi Lopez, qui est un acteur Sergi, je sais pas comment dire, il est tellement facile, il y a quelque chose. Truffaut disait quand il parlait je sais plus, de certains acteurs, c'est comme si on leur offrait une paire de chaussures ou de chaussons, on est tout de suite bien. Enfin, il y a comme quelque chose. Sergi, pareil, il chausse les rôles, il va dedans, et puis ça, c'est vraiment génial, quoi. Chaque film, je dis, ah merde, j'ai pas de rôle pour Sergi, mais j'aimerais tellement qu'il soit là tout le temps. C'est quelqu'un c'est tellement agréable, voilà. Il vous détend quand il y a des moments compliqués. Il éclaire les films, quoi, d'une façon magnifique, quoi. Il y en a une autre qui éclaire les films comme ça et qui détend les situations, c'est Cécile de France. Oui. Et on va parler de La Belle Saison, qui est un peu une renaissance pour toi. Alors la Belle Saison, c'est la césure aussi par rapport à tous ces films. Tout d'un coup, c'est le fait que je suis en couple avec ma productrice. Enfin, on est en couple, et puis Elisabeth, qui faisait de la direction de production et qui commençait à vouloir aussi produire, on décide de travailler ensemble. On voulait travailler avec ma productrice précédente et qu'elle soit comme une espèce de productrice junior. Il se trouve que Fabienne était très malade et que Fabienne Vonnier, qui avait produit justement Partir et qui avait distribué la répétition et qui avait produit aussi
Les Ambitieux et Trois Mondes. Voilà, donc à partir de la belle saison, je travaillais avec Elisabeth, et donc travaillant avec Elisabeth et vivant avec elle et avec son fils, on s'est dit que voilà que c'était important c'était important de peut-être de raconter ou d'avoir des récits que nous on n'a pas eu, des récits d'histoires justement de femmes homosexuelles. Voilà, c'est des récits voilà, c'est ces pièces manquantes, ces Les récits fameuses manquants. images manquantes. Ouais. Voilà, et on s'est dit, mais là, enfin, elle m'a dit, Catherine, allez, vas-y, il faut te. Et donc, au départ, j'étais partie sur une histoire complètement contemporaine qu'une copine m'avait racontée. Voilà, d'une jeune femme hétérosexuelle qui découvre son homosexualité, vit avec une femme qui a des enfants, dont que le mari persécute, enfin, etc. Parce que voilà, enfin, et les enfants sont coupés en deux, etc. Et puis je trouvais que ça faisait, je trouvais que ça faisait un peu sujet, que ça faisait que c'était, j'arrivais pas à trouver ma place vraiment dedans. Et c'est en discutant avec Marie Amachoukeli, qui était la réalisatrice de Party Girl, avec Claire Burger et Samuel Tess, qui va sortir un film très bientôt là, qui s'appelle Petite Nature et qui est magnifique. Donc c'est Marie Amachoukeli, en me discutant avec elle, qui me dit « Mais tu devrais faire ce film dans les années 70 parce que finalement c'est un moment, un endroit de notre histoire et de l'histoire aussi des femmes sur lequel on a très peu de récits, quoi. Et dans lequel moi je vais pouvoir peut-être arriver, même si c'est la génération peut-être un petit peu au-dessus de moi, parce que moi j'ai pas été militante dans les années 70, mais dans tous les cas, et j'ai réussi à construire ce récit avec, un peu comme aussi dans Les Amoureux, hein, où il y a deux têtes. Là, il y a Cécile de France et Isia Higelin. Il y a la Parisienne et la paysanne. Et il y a cette histoire d'amour, justement, entre pareil, deux femmes de deux origines, deux milieux différents. Et deux mondes, voilà, et puis effectivement, alors là, pour le coup, j'écris vraiment pour Cécile de France. Je ne sais pas pourquoi. Pas parce qu'elle a fait j'allais dire qu'elle a joué les personnages de lesbiennes dans les films de Clapiche, mais c'est parce que je vois vraiment ce côté très lumineux. Tout ce que j'ai pu lire sur le mouvement féministe, donc je l'appelle Carole comme Carole Roussopoulos et Delphine comme Delphine Seyrig, qui ont fait justement, qui ont été les précurseurs du centre Simone de Beauvoir. Il y avait un focus l'an dernier à écran mixte sur les films de. Et c'est Carole Roussopoulos, j'ai eu la chance de la rencontrer, de la voir 2 fois dans ma vie dans les festivals. Et donc quand Carole fait un film genre 15 ans ou 20 ans après les années 70, elle va réinterroger toutes ces femmes qui raconte que ça a été comme une parenthèse enchantée, un moment tellement merveilleux, extraordinaire de sororité, mais d'expérimentation, de bonheur absolu, de plaisir absolu et de rigolade. Et je trouvais que Cécile, elle avait ce truc elle avait cette chose, elle portait en elle cette chose de l'insolence du mouvement féministe, les rencontres avec les gens du phare, c'est-à-dire le Front de libération homosexuelle. Enfin, il y avait voilà des engueulades par moments, etc. Mais il y a eu un moment de pur plaisir. Et je trouvais que j'avais vraiment envie de voir ça, et de voir ça sous les yeux aussi de cette petite paysanne qui arrivait de sa Haute-Vienne et qui était complètement, qui avait des étoiles dans les yeux quand elle rencontrait toutes ces filles. Pour elle, c'était complètement inattendu, merveilleux, incroyable, et qui, elle, en même temps, est dans son empêchement, mais qui a beaucoup plus et qui a de la force en même temps. C'est-à-dire quand elle embrasse Cécile de France et et que Cécile lui dit mais je suis pas lesbienne, elle dit moi non plus. Il y a vraiment ce truc de lui dire et mon œil, quoi. Et il y a vraiment et ça a été un film très délicieux à faire, à composer. Alors, c'est pareil, hein, les histoires des films sont compliquées. Donc, je choisis Cécile de France. Le film se monte assez facilement. Je pense que le scénario plaît beaucoup. On trouve de l'argent, bon, même si on n'a pas eu d'avance sur recette, mais
Serge Toubiana nous a pas aidé là-dessus, mais bon, on a quand même eu suffisamment de financement. Mais au départ, on a surtout les gens qui sont emballés par le casting qu'on propose, c'est-à-dire qu'on a Cécile de France et Adèle Haenel. Et puis Adèle Haenel me laisse tomber, comme ça est arrivé avec Cécile de France. Donc peut-être que je vais retrouver Adèle Haenel dans 20 ans. Pour un prochain film. Donc voilà, je fais comme avec Karine, je vais voir Isia, avec qui j'avais dit non et qui revient. Voilà, j'ai quand même eu de la chance et je pense que pareil, je pense que finalement la Nouvelle Ève avec Karine, je l'imagine pas avec quelqu'un d'autre et la Belle Saison avec Isia et Cécile, c'est la même chose, quoi. Et un amour impossible, tu l'imaginais pas non plus sans Virginie Efira. Ça s'est imposé quand tu l'as rencontrée. C'était très compliqué. C'est-à-dire que après ce film, c'est Elisabeth, donc ma productrice, me dit: tu devrais lire le livre de Christine Angot, Un amour impossible. Je pense que ça ferait un film extraordinaire. Ça m'a bouleversée. Je l'ai lu d'une traite. J'ai pleuré. Voilà. Je mets le livre sur la table de chevet, c'est-à-dire qu'Elisabeth a sa table de chevet là, moi j'ai ma table de chevet là, donc je mets le livre sur ma table de chevet et pendant 3 mois, je n'y touche pas. J'ai l'impression que j'ai une bombe à côté de moi et ça me fait très très peur. Je me dis, Christine Angot, film d'époque, d'après ce que je comprends, la mer, j'ai pas du tout envie d'aller dedans. Et puis je m'y plonge. Voilà, 3 mois après, je me dis allez, j'y vais. Et là, quand je finis le livre, je dis à Elisabeth, mais j'ai envie de t'étrangler, quoi. C'est trop bien, mais je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Et puis de toute façon, il n'y a aucune actrice pour jouer ce rôle. Mais qui veux-tu ? Je suis carrément presque en colère. Je lui dis, il n'y a pas d'actrice pour jouer ce rôle. Qui tu veux qui joue ça ? C'est impossible de jouer de 20 ans jusqu'à 65 ans. Ça ne marche pas. Je vais en prendre 2. Comment je vais faire ? Enfin bon, ça va. Voilà. On dirait les premières scènes de La Fracture. Voilà. Je ne sais pas si... Donc voilà, donc c'est compliqué. Et puis je me lance quand même dans l'adaptation. Alors c'est pareil, je m'engueule avec ma scénariste qui veut faire des plans, des machins. Je lui dis non, le film c'est de la matière. On est comme au montage, on a de la matière. Il faut sortir les moments qu'on aime, extirper les moments, choisir. En plus, souvent c'est assez dialogué, même si nous on rajoute un peu des dialogues par moment, etc. Donc c'est une histoire qui s'étend sur tellement de. Donc on part de ma méthode. À un moment d'ailleurs, on est chaotique. Je me dis là, ça se trouve ma scénariste avait raison, il fallait partir comme ça et tout. Puis finalement, heureusement on a réussi. Mais assez vite à faire le scénario. Je crois qu'on l'a écrit en 5 mois à peu près, ce qui est quand même plutôt bien par rapport à un scénario et autant que d'habitude je mets. Mais donc on prend les scènes, on les assemble, on cherche, etc. Et puis une fois que le scénario est terminé, je commence à faire des couples. Donc je me dis tiens, Laura Smet avec Emmanuel Berco, tiens, Catherine Deneuve avec... Enfin, je fais des mélanges de une jeune, une vieille, je fais des espèces de trucs, mais je me dis, mais ça va pas la tête, ça va pas du tout, non, ça marchera jamais, on va dire, ah tiens, là, tout d'un coup, il y a Catherine Deneuve qui arrive dans le film alors qu'elle était... trop bizarre, quoi. non, mais je sais pas, je me dis, mais donc je dis Elisabeth, on n'y arrivera jamais, quoi. Puis là, on commence à se dire, tiens, on regarde des trucs de vieillissement. Bon, voilà. Bon, je sais toujours pas. Et alors, quelqu'un un jour, j'entends, me dit Virginie Efira. Je dis Virginie Efira, mais enfin la fille qui fait des comédies, je dis, mais ça va pas la tête, quoi. Même pas en rêve quand on me dit ça, quoi. Et puis, je me trouve au Festival d'Angoulême où j'ai la chance de découvrir Victoria, le film de Justine Triet. Et là, je fais « Waouh, Virginie Efira, elle est vachement bien quand même. Hein. Elle est super. » Et le lendemain matin, on me propose de faire une émission de radio. Mais là j'ai appris après que c'était Virginie qui m'avait piégée. Je fais une émission de radio avec Virginie et Justine à Angoulême à 9h du matin.
émission de radio. France Bleu. Voilà. Et là, je découvre d'abord une fille d'une intelligence incroyable, avec une relation avec sa réalisatrice que je trouve merveilleuse. Je m'amuse beaucoup, on discute, c'est très drôle, c'est formidable. Je sors, je me dis, j'ai un coup de foudre. Voilà. Et j'appelle Elisabeth et je dis, et elle me dit, ah bah alors toi, t'es gonflée, tu m'as toujours dit que... Voilà. Et en fait, Virginie avait lu Un amour impossible, elle rêvait de faire ce rôle, elle savait que j'avais fait l'adaptation, et je pense qu'elle a manipulé ou manigancé voilà, le rendez-vous pour que je sois à cette émission de radio. Et je lui ai dit, écoute, j'ai été extrêmement franche avec elle, je lui ai dit, écoute Virginie, là on ne se connaît pas, je t'ai vu vraiment que dans des comédies, c'est un rôle hyper tragique, je veux faire des essais avec toi. Donc on a fait des essais, mais vraiment pendant une journée, des essais avec des costumes, avec, pour essayer justement, avec ma chef-op, etc. On a travaillé 4 scènes du film, vraiment d'une manière extrêmement précise, avec des acteurs qui sont venus vraiment, enfin que je connaissais, qui sont venus travailler avec elle. Et j'ai été tout de suite... mais j'ai été emballée parce que c'est parce que le personnage de la mère, de Rachel, je le définissais comme ça, c'est quelqu'un qui tient. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut pas voir, qui est aveuglé et qui tient. Et qui est toujours dans... Et je trouve que Virginie, elle a vraiment cette capacité à... par rapport au personnage, à être dans cette espèce de franchise, de clarté, etc. Et puis, il y avait cette scène, pour moi, il y avait une scène qui était extrêmement bouleversante. C'est vraiment le seul moment presque du film où il lui annonce qu'il est marié, et donc, alors qu'elle aime cet homme, etc., qui revient, elle a un enfant, etc., et puis là, il lui dit qu'il ne se mariera jamais, puis là, il vient la voir, il dit qu'il est marié, et là c'est comme c'est quelqu'un qui croit en la parole, tout d'un coup, tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule, et elle attend qu'il parte, qu'il quitte le coin de la rue, et là, elle se met à pleurer, elle prend sa fille sous le bras, et elle pleure jusqu'à l'arrivée de chez sa sœur en disant elle est horrible la vie, elle est horrible la vie, enfin, c'est trop dur. Et cette scène, pour moi, c'était un moment crucial, quoi. Et on a tourné, notamment l'arrivée là chez la sœur, on a tourné la première prise. Et Virginie m'a vraiment scotché. C'est-à-dire que j'étais... Et je me disais, mais comment je vais faire une deuxième prise ? C'est déjà... Voilà, on a fait un plan séquence, et c'est le plan qu'on a gardé, après on a fait des petits inserts, parce qu'on en avait besoin pour accorder... Mais toute la prise, elle était extraordinaire. Je veux dire, elle m'a vraiment bluffé, parce que cette scène auquel parfois on fait des films pour une scène, pour un moment, pour un truc qu'on sait que ça va, je sais pas comment dire, on l'a dans l'oreille, on l'a dans le... Moi, je vis mes scènes quand je suis sur un plateau, je suis là, je ressens les scènes, je ressens les émotions, je me mets dans la même température que la scène, dans la même énergie que la scène. Donc si je suis colère, la scène est colère, je suis en colère. Si on est doux, je sais pas comment dire, je suis vraiment dans j'épouse. Alors c'est peut-être mon côté actrice du départ. J'ai l'impression d'épouser les scènes. Et là, mais cette scène, elle m'a, voilà, j'étais et c'est comme ça qu'il y a des scènes incroyables où on a l'impression qu'on va passer la journée dessus, et puis en 1 heure et demie, j'allais dire, c'est fait, quoi. Alors c'est chiant parce que du coup c'est tellement bien qu'on a envie de la refaire. On dit voilà, donc parce que c'est trop facile, c'est pas possible, ça a déjà réussi, quoi. Mais c'est vrai que j'avoue qu'elle m'a vraiment étonnée à ce moment-là. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Je trouvais que c'était un rôle. Il y avait vraiment ce passage du temps, il y a vraiment ce truc de la jeunesse. C'est quand même des rôles qui marquent, c'est des rôles assez forts. Et c'était vraiment, une épopée quand même, ce film. Et ce qui a été la conclusion aussi de cette épopée, ça a été que j'avais refusé de rencontrer la vraie Rachel, c'est-à-dire la mère de Christine Angot, avec qui je conversais par mail, parce que je lui demandais des détails par moments qui n'étaient pas dans le livre, et je lui demandais des détails. Alors elle est une écriture comme une personne âgée, évidemment, mais qui écrit un peu à l'ancienne, mais
d'une manière extrêmement délicate, formidable, qui m'envoyait des mails pour me dire, voilà, quand j'allais danser, il se passait ci, les meubles chez nous, c'était comme ça, la cuisine était là, les machins, enfin voilà, de me raconter plein de choses, c'était merveilleux. Et donc, quand le film a été terminé, j'ai fait la projection, j'ai invité donc Christine Angot avec sa maman, et j'ai découvert la vraie Rachel, et c'était très impressionnant de la mettre en relation avec évidemment Virginie. Elles ne se ressemblaient pas vraiment, mais dans tous les cas, elle nous a dit je ne vois personne d'autre que Virginie Efira pour me jouer. Une fois que qu'elle a vu le film, donc voilà, c'était super. Pour reprendre le fil qu'on avait tenté de dérouler en début de masterclass, avec l'idée de comment on va de soi à soi en étant cinéaste, il faut qu'on conclue avec la fracture, puisque c'est, je dirais, la boucle est bouclée, puisque dans la fracture, outre le sujet beaucoup plus large, l'idée c'était aussi de te mettre en scène, de mettre ton couple en scène, et donc de trouver les actrices pour vous incarner vous. Comment ce travail s'est fait déjà dans ta tête, et puis après sur le choix des actrices? Le travail s'est pas tellement fait dans ma tête. Au départ, il s'est fait dans mon corps, puisque j'ai vraiment fait cette chute. Et je me suis vraiment retrouvée à l'hôpital avec Elisabeth. Et c'est vrai que dès ce soir-là, je me suis dit, j'étais partie comme d'habitude sur d'autres sujets. J'étais là. Et puis à un moment, je dis à Elisabeth, mais ça serait vraiment une idée de sujet. Faut dire que j'étais tellement vexée d'être tombée que je me disais, en plus, si ça sert à rien, faut au moins peut-être en faire quelque chose. Mais oui, l'idée comme j'avais vraiment envie de raconter quelque chose, comme j'avais fait 2 films d'époque avec La Belle Saison et Un Amour Impossible, je me disais, j'ai envie de revenir dans le contemporain, dans aujourd'hui. Je pensais d'ailleurs jamais réussir à faire des films d'époque. Ça me paraissait presque, quand j'ai commencé, ça me paraissait, enfin voilà, c'était pas dans ma cosmogonie, je sais pas comment on dit, mais je n'imaginais pas du tout. Mais donc, en passant par ces 2 films-là, j'avais vraiment envie de revenir sur du cinéma aussi social, plus engagé. Je voyais, voilà, je me disais, j'ai loupé des choses. Là, il faut raconter le monde là maintenant. Et avec cette chute et en me retrouvant à l'hôpital et en voyant, effectivement, cet hôpital débordé, ces infirmières hyper dévouées, ces gens, ces attentes interminables, plus la crise des Gilets jaunes qui était, puisque c'était le 1er décembre 2018, et j'allais dire, l'atmosphère parisienne chargée justement de ces violences, voilà, voilà, je me suis dit, il y a ça à faire. Et donc, c'est né de là, et c'est né de là, effectivement, de tout d'un coup, je pense qu'il y a une part d'inconscience, parce qu'aujourd'hui, tu me dirais, tu vas faire un film où tu te mets en scène, toi, avec ta compagne, enfin, que je dirais, mais j'oserais jamais, c'est très impudique, je vais pas le faire. Mais bon, là, il y avait l'idée qu'on allait passer par la comédie. Alors évidemment, j'avais plus de facilité pour me parler de moi. Sur le personnage d'Elisabeth, je me dis, oh là, si je dis ça, est-ce qu'elle va bien... Quand je lui faisais lire le scénario, je me dis, oh là, elle va peut-être me dire, mais enfin, ça va pas, je suis pas comme ça. Enfin bon, ça restait quand même... Il y avait quand même des choses un peu compliquées. Et en même temps, tu mets l'Auguste et le clown blanc, quoi. Voilà, oui. Après, c'était de trouver la quintessence, la forme, évidemment, de pousser les curseurs pour que ça soit nous, mais ça soit aussi au-delà de nous, qu'elle représente aussi une catégorie sociale, que voilà, que tout d'un coup, il y a un savant mélange de soi et puis en même temps de fiction. C'est comme le film n'est que ça, le film n'est que de la fiction, même si il a l'apparence du documentaire parfois pour certains, mais tout est scrupuleusement écrit et complètement orchestré, quoi. Mais c'était quand on a une matière, j'allais dire, à la fois vivante qu'est l'hôpital, à la fois de se connaître soi, c'est presque plus facile d'arriver à, j'allais dire, à trouver la quintessence par moment des choses, à pouvoir faire fusionner des moments ensemble, etc. Mais c'est vrai que ça a été un patchwork très, très... finalement, pareil, je voulais écrire ce film en 3-4 mois. Je me disais, il y a une urgence à le faire, il faut aller vite. J'ai mis 1 an et demi. J'ai perdu mes scénaristes qui étaient... qu'on pouvait plus, qui en même temps ne savaient pas trop sur quel pied danser, parce que le film, effectivement, il y avait à la fois de la comédie, il y avait du drame, il y avait pas, c'est pas un film qui va enfin, je disais non, le film de A à Z, c'est quoi? C'est on rentre à l'hôpital, on en sort au petit matin, c'est ça le parcours du film. Tout le monde me disait, ah bon, mais c'est quoi ça?
pour certains, le développement n'était pas assez net, il n'y avait pas une histoire romanesque, voilà, c'était juste ce mouvement-là. Et d'arriver à orchestrer ce mouvement-là pour que tout d'un coup, à un moment, ça, je veux dire, ça enfle et que effectivement les gaz lacrymogènes rentrent dans l'hôpital, que ça monte, c'est pareil, c'est une nuit qui n'existe pas, c'est une nuit en même temps complètement imaginaire. Tout le monde raconte, et c'est formidable, que c'est ce qui se passe dans les urgences, mais c'est une nuit de cinéma. Même s'il y a plein d'éléments réels qui s'y greffent, c'est quand même une nuit de cinéma. On n'a jamais vu des gaz lacrymaux rentrer, des gens se barricader. Il y a presque une idée de film de genre à un moment. Il y a presque une idée de film catastrophe. Oui, de film à la Carpenter avec les nuages qui arrivent et les gens qui étouffent. Enfin bon. Mais non, après sur le choix des actrices. Alors, moi je sais que ça faisait très, très, très longtemps qu'Elisabeth aime beaucoup Marina Foïs. Donc on l'avait déjà rencontrée par l'intermédiaire du père de ses enfants, de Éric Lartigot, avec qui j'avais été dans plusieurs festivals. Donc j'avais rencontré Marina. Je sais que Elisabeth, voilà. Donc, et puis, on avait vu plusieurs fois Valéria au théâtre. Dans une pièce de Chéreau, dans des pièces de... Alors, je ne sais plus le nom du metteur en scène avec qui il avait travaillé il n'y a pas très longtemps, mais avec Thierry de Peretti aussi, où elle faisait Les larmes amères de Petra von Kant. Et c'est vrai que c'est une actrice quand même complètement dingue, quoi. Et donc, je me suis dit, dans La Nouvelle Ève, c'était Karine, c'était moi. Là, je me suis dit, voilà, au départ, c'était Valéria, on va y retourner, on va voir. Et ça s'est extrêmement bien passé, comme je disais tout à l'heure, et avec Marina aussi. Et puis Pio, j'avais vraiment écrit pour lui. Mais sur le couple, voilà, c'est un casting, dans tous les cas, qui, là, pour le coup, on a présenté le scénario, tout le monde a dit oui, ça s'est fait extrêmement vite. Après, on a tourné juste après la fin du gros confinement et de la première vague, comme on dit. Donc, c'était compliqué parce qu'il y avait eu un arrêt des tournages. Donc, tous les acteurs avaient des films en retard. Donc, on s'est glissé entre deux films. Alors là, pour le coup, pas eu le temps de répéter, à peine eu le temps de passer un costume. Ils sont arrivés du jour au lendemain. On a tourné. Et encore, il y a eu des jours où ça a été interrompu parce qu'il y avait eu Covid. Enfin, ça a quand même été un tournage très... On devait tourner... On avait eu de l'argent de la région Rhône-Alpes. On devait d'ailleurs tourner beaucoup plus longtemps en région Rhône-Alpes. J'avais vu des décors sublimes à l'hôpital, je ne sais plus comment ils s'appellent et tout, qui ont été abandonnés à cause de deuxième vague, machin. Donc ça a été le tournage a été quand même assez rock'n'roll, alors qu'au début, on avait un décor principal, puis on avait des sous-décors parce qu'on avait reconstruit une partie de l'hôpital, donc on avait bien conscience qu'on ne pouvait pas aller dans des hôpitaux, même dans des hôpitaux désaffectés, on nous avait dit non. On avait reconstruit vraiment une partie de l'hôpital dans les anciens locaux de chez Airbus, dans le sous-sol, mais on avait quand même pas mal de parties qu'on avait réussi à tourner, même dans des parties désaffectées, justement à Lyon. Et à cause du Covid, au dernier moment, on a eu des refus. Si ce fait qu'à un moment, je me demandais comment on allait faire. Donc on a réutilisé beaucoup même de nos propres décors, en rhabillant les couloirs d'une autre manière, en étant de plus en plus resserrés. Alors, sur le coup, j'étais pas heureux, je râlais, non, parce qu'on avait des couloirs d'aimants, il y avait des choses qui étaient labyrinthiques, qui étaient super belles, donc voilà, j'avais l'impression que le film allait manquer visuellement de quelque chose, quoi. Et puis, finalement, on a trouvé notre, je pense que ce qu'il y avait à raconter, c'était sûrement le plus important, et que voilà, on a réussi à faire avec. Et puis j'ai découvert aussi j'ai redécouvert après La Nouvelle Ève le plaisir de la comédie, parce que dans le film il y a du drame, il y a des choses un peu haletantes, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses vraiment de pure comédie. Et j'ai redécouvert, comme dans La Nouvelle Ève,
les moments de phrases qui sont décalées, qui font mouche, la mauvaise foi, quoi. La mauvaise foi, c'est quand même un ressort de comédie absolument merveilleux. Et surtout sa propre mauvaise foi. Surtout sa propre mauvaise foi, avec Valéria, parce que pour la première fois aussi, dans Un amour impossible, il fallait dire le texte au mot à mot, il ne fallait pas changer une phrase, il ne fallait pas changer un mot, il fallait les respirations après chaque virgule, enfin c'était comme de la musique. Là, le texte aussi était extrêmement écrit, mais néanmoins, je voulais ouvrir, c'est-à-dire je voulais que les acteurs puissent amener parfois leurs propres mots. Alors, Pio, lui, il a été extrêmement respectueux du texte parce qu'il avait vraiment envie de cette partition. Valéria, par moments, elle a fait des incursions, des choses drôles, enfin bon, quand il y a l'interne qui lui prend son coude, etc., elle l'appelle Einstein, c'est un truc qu'elle a inventé que je trouve très, très, très drôle et tout. Et elle a vraiment cette capacité et puis, du coup, elle s'est beaucoup amusée. Quand les acteurs s'amusent, ils vous donnent beaucoup. Et donc ça, c'était génial, quoi. Mais c'était c'était aussi une manière de rendre le film vivant, très vivant. Et puis, il y a eu aussi cette découverte de cette actrice qui a eu le César du meilleur second rôle. C'est Aïssatou Diallo Sagna qui n'est pas actrice, hein, qui est vraiment une aide-soignante et qui a apporté à la fois son humanité et qui a découvert aussi ce qu'était être actrice. Parce qu'il y a un moment dans le film, évidemment, elle fait des choses qui lui sont communes, c'est-à-dire de prendre la main de la vieille dame, ce qui était écrit, mais pareil, elle le fait d'une manière tellement sublime que ça devient un truc artistique. Et puis la façon dont elle sait répondre au délire de Valéria, enfin dont elle a débordé par le texte, mais ça fait partie, j'allais dire, de son travail, j'allais dire. Mais quand tout d'un coup elle a une scène à jouer où elle est agressée physiquement par un patient qui est en délire, et que là elle est dans un truc d'émotion, de peur et qu'elle a les larmes. Ça a été plus compliqué parce que on a fait la première prise et puis il lui a fait mal. J'avais dit s'il y a quoi que ce soit, vous dites stop et on arrête. Voilà, je voulais pas être une metteuse en scène tortionnaire qui continue à tourner quand les acteurs sont en danger ou voilà, vous se sentent pas bien, quoi. Donc à un moment, elle a dit stop parce il a été trop brutal, donc on a arrêté. Et puis du coup, ça lui a provoqué une émotion à Aïssatou. Elle s'est mise à pleurer, elle a quitté le plateau. Et là, je lui ai couru après, je lui ai dit, tu vois, je suis quelqu'un de bien. T'as dit stop, j'ai arrêté. Voilà, j'ai essayé vraiment de la rassurer, Et puis à un moment, je lui ai dit, ça va, tu peux reprendre, ouais. Et je lui ai dit, attends, je voudrais juste te dire, ce que tu viens de faire là, on a arrêté, mais c'est exactement ça qu'il faut que tu joues. Et alors là, elle m'a dit, mais Catherine, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas actrice. Je dis, écoute, on va essayer. Et la prise d'après, mais vraiment, la prise d'après, elle s'est mise à pleurer. Et la prise d'après, elle s'est mise à... Enfin, quand on l'a refait une deuxième, voilà, elle a fait le... Et là, je lui dis, écoute, t'as compris ce que c'était qu'être acteur, c'est de refaire quelque chose, de rejouer une émotion. Donc, tu as fait un pas. Donc, je pense que effectivement, elle a découvert quelque chose. Et quand elle est venue au mixage, parce qu'on a fait un mixage quand même avec une équipe extraordinaire, vraiment très, très élaboré. Donc au mixage, souvent, on retire des bruits, des petites choses, des parasites, des bouts de trucs, des moments. Bon. Et du coup, on est obligé, quand on refait la bande-son, parfois de rajouter des respis, des petites choses, etc. Donc on avait besoin sur cette scène, par moment, de rajouter justement un peu de respi de Aïssatou. Et elle s'est remise dans le même état elle a pris mon monteur qui est justement comme si pour s'agripper comme ça à lui pour retrouver cette sensation et elle a rejoué, elle s'est retrouvée dans la même émotion, quoi. Et vraiment, je me suis dit, elle est vraiment super balèze. Donc je pense que non seulement la prestation qu'elle a faite est magnifique, mais je pense qu'elle a vraiment trouvé la chose qui est si particulière à un acteur et que beaucoup d'acteurs parfois ne savent pas faire, il y en a qui n'ont pas cette capacité. Il y a les acteurs pleureurs, hein, il y a les chialeurs, comme on dit, qui vont chialer tout le temps, mais c'est pas ça dont je parle, hein, mais c'est vraiment la qualité d'une émotion assez particulière, quoi. C'est-à-dire qu'il faut
faut pas pleurer pour le spectateur. Justement, faut être à un endroit où on laisse l'émotion advenir au spectateur, mais où on doit aussi être dans un état de sensation et et faire parvenir cette émotion, quoi. Et je trouve qu'elle a très bien su le faire. Par rapport au fait que effectivement, au cœur du film, ce couple lesbien soit très proche du tien, est-ce que c'était important, est-ce que c'était une sorte de précepte 68 art de dire, quand on va parler du dialogue social, c'est bien de dire d'où on parle, de se situer? Ah oui, je pense que j'ai retenu les leçons des féministes et de 68, surtout en revisitant justement pour la belle saison, et le fait effectivement de parler par rapport à moi, je trouvais que c'était important. Je pouvais du coup pouvoir me moquer des autres, pouvoir aussi, puisque je me moquais de moi-même et de ma position, et pouvoir inversement que les autres se moquent de moi, etc. Je trouvais qu'il y avait quelque chose comme ça qui faisait sens, quoi, qui faisait sens et qui faisait collectif. Et ça, je trouve que c'est pas inintéressant comme précepte. Mais oui, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une espèce de quelque chose qui se libère. C'est-à-dire que je pensais aussi beaucoup au film de Nanni Moretti, dans la façon dont lui se met en scène. Alors je ne me mets pas en scène moi, en tant que c'est pas moi qui joue dans mes films, mais il y a quelque chose effectivement d'une espèce d'audace. Quand tout à l'heure je disais j'avais peur de l'audace, ou j'avais peur que ça soit trop narcissique, etc. Mais il y a quelque chose qui se libère d'une manière très... voilà, je me suis dit justement, faut pas avoir peur faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'en général, de toute façon, quand on fait des films, faut pas avoir peur, et faut aller là où faut prendre des risques, faut faire ce qu'on sait pas faire. C'est-à-dire que un amour impossible, j'avais peur parce que justement, je me disais traverser la vie de quelqu'un, comment je vais y arriver, comment manipuler le temps sur 2h30, comment manipuler le temps d'une vie. Et là, c'était l'inverse. Je dis, c'est comme un film qui est resserré sur une nuit. Donc, c'est vraiment l'opposé total d'un amour impossible. C'est un film vraiment dans un seul décor. C'est ce que j'appelle presque un film de dispositif. C'est-à-dire qu'on est dans une arène quasiment. Et il fallait aussi éviter le côté petit théâtre. Il ne fallait pas qu'on dise « Ah, bonjour, madame est rentrée, madame. » Fallait que ça soit extrêmement... qu'on y croit, quoi, qu'on avait l'impression qu'on est dans un service d'urgence. Et en même temps, évidemment... Comme l'autre jour, je l'ai lu de Paul Vecchiali sur Facebook, quand il parle des films, effectivement, un film, ce n'est pas la réalité. Un film, c'est vraiment du langage, on retraduit quelque chose. Donc, moi, ça m'a amusé quand tous les films disaient, comme je disais tout à l'heure, le film documentaire, c'est documenté, mais c'est pas du documentaire, quoi. Je vous propose que vous posiez quelques questions pour finir cette rencontre. J'aurais peut-être dû vous proposer un peu avant pour vous prépariez, mais est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir et de poser une question à Catherine sur le déroulé de sa carrière, de ses maintenant 40 ans de carrière? Et oui. Une question. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Bonjour. Vous avez parlé au début des emplois, des cases dans lesquelles on entre ou on n'entre pas quand vous étiez comédienne. À travers tous vos films, vous avez contribué à casser ces cases, à en sublimer d'autres aussi, à en révéler d'autres. Et je voulais juste souligner et apprécier dans La Fracture, il y a un petit rôle, c'est Janis Bouzaini, qui est un comédien formidable et qu'on découvre depuis le film de Avia Herzi. Et je sais que personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant de le voir juste faire un docteur. Je me suis dit qu'un comédien ou qu'un rôle homosexuel ou maniéré ne soit pas un rôle homosexuel ou maniéré, c'est juste un docteur. Et c'est une petite chose, mais je pense que ça contribue à casser le plafond de verre. J'imagine que si sur le papier on dit ça va être Janis Bouzaini qui va faire un docteur, on se dit oh non. Et j'ai trouvé ça. Je sais qu'en voyant le film, c'est une petite chose qui m'a énormément touché. Donc merci pour ça.
Bah, vous pourrez lui dire. J'y manquerai pas. Mais non, il se trouve qu'on s'est retrouvés ensemble Dans un jury. dans un jury au festival de Saint-Jean-de-Luz, qu'on s'est beaucoup apprécié. Et que, en fait, il est arrivé un tout petit peu pour me sauver parce qu'il y avait un problème ce jour-là. Il est vraiment, voilà, donc il a attrapé le rôle en plus vraiment comme ça. Et c'est ça qui fait des choses qui sont parfois inattendues et pas du tout prévues, mais qui fait qu'effectivement, c'est génial voilà, qu'il puisse jouer ce rôle et qu'on ne lui attribue pas, comme on l'a vu dans beaucoup de films, même s'il est merveilleux dans le film d'Asia, mais souvent les mêmes effectivement, voilà, même type de personnage et de le caser toujours au même endroit. Non, c'est sûr que ça reste un plaisir aussi, je trouve, que de déplacer les acteurs et que souvent, malheureusement, et ils s'en plaignent beaucoup, c'est que souvent, quand on les voit faire un type de rôle, on leur repropose même genre de performance, même genre de... Voilà, donc... voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que quand il y a eu Cécile de France et que je lui ai dit que je voulais écrire pour elle, que je suis allée la voir au théâtre justement avec Laurette et que je lui ai raconté un peu le personnage, elle m'a dit « Oh, encore un personnage de femme homosexuelle. » Bon. Je lui ai dit « Mais tu vas voir, ça n'a rien à voir avec ce que tu as joué, c'est pas du tout... Et après, quand elle a lu le scénario, elle m'a dit « Ah, j'adore. » Donc voilà, c'était au-delà de la caractérisation, quoi. C'est sûr. On entend moins les acteurs dire « Oh, encore un personnage hétérosexuel ». C'est étrange. Une autre question ? Il y aura une au deuxième rang après. Bonjour, merci d'être là et pour vos films. Dans La Belle Saison, c'est une question un peu... ouais, vous verrez. Dans La Belle Saison, pourquoi vous avez choisi cette fin ? Ah, mais j'ai choisi cette fin parce que je voulais ni d'une fin tragique, ni d'une fin et ni d'une fin complètement heureuse. Je voulais une fin où justement on montre que le chemin qui reste encore à faire est compliqué et difficile, mais comme dit la dernière phrase, il faut aller de l'avant. Et je trouve que moi, cette fin, je la trouve à la fois bouleversante, parce que je pense que ces deux femmes ont acquis des choses l'une de l'autre, que pour l'une, ça a été plus facile, parce qu'elle a peut-être justement les éléments, plus de langage, parce qu'elle a réussi, j'allais dire, à comprendre intellectuellement là où elle en était et là où elle voulait aller, que pour l'autre, qui ressent beaucoup plus fortement son désir homosexuel, mais qui a beaucoup plus d'empêchement pour le vivre, et que le chemin pour elle va être plus compliqué, mais comme le fait suggérer et entendre la fin, elle va y arriver. Mais chacune va y arriver de manière indépendante, pas forcément en étant unies, en couple, etc., et en disant, ça y est, elles ont réussi elles sont ensemble, c'est formidable. Et c'est ça que je trouve presque plus valeureux, c'est que ça concerne chacune, ça concerne l'individualité de chacune et le parcours de ces deux personnages. Et je trouve que raconter une fin qui aurait été heureuse aurait été un mensonge par rapport aussi à cette période. Et raconter une fin j'allais dire, ou du suicide, ou de je sais pas quoi, ou du renoncement, aurait été vraiment à bannir, parce que c'est pas du tout j'allais dire, le message et ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, et justement le récit que j'ai envie de faire aujourd'hui, à donner et à faire voir et à faire entendre aux spectateurs. Mais voilà, donc vraiment, au contraire, plus je revois quand je parlais par rapport à la répétition, plus je revois au contraire la fin de La Belle Saison, plus je suis complètement en adéquation avec ce que ça raconte, quoi. Ok, message reçu alors. Hein ? Message reçu. Vous rêviez d'un film lesbien qui se termine bien ? Non, pas forcément. Mais, parce que c'est assez rare dans l'histoire du cinéma. C'est, comme vous dites, c'est ni tragique ni happy end. Et voilà. Ouais. Merci. Merci. On a une question là. Ça fonctionne ? Oui, parfait.
Déjà, je voulais vous dire que je trouve que La Fracture, c'est un film merveilleux, qui est politique, qui est intense et extrêmement juste. Vraiment, c'est un film incroyable. Et du coup, par rapport à La Fracture, moi, j'avais une question, c'est comment est-ce que Jean-Louis Couloc s'est retrouvé dans ce film? Parce que c'est un acteur, moi, que j'avais vu nulle part ailleurs que dans Lady Chatterley. Et donc, j'ai été très heureusement surprise de le voir dans ce film, surtout qu'il apporte toujours une présence très, très apaisante et solide. Bah, écoutez, ça, c'est le plaisir aussi de travailler avec un casting qui fait ressurgir par moments des acteurs qu'on a oubliés. Et il se trouve que Julie Allione, avec qui j'ai travaillé, a été longtemps avec un metteur en scène de théâtre qui fait beaucoup travailler Jean-Louis. Et c'est comme ça, moi, effectivement, Jean-Louis, je l'avais vu dans Lady Chatterley. Et non seulement là, je l'ai rencontré, mais surtout, j'ai rencontré quelqu'un qui effectivement, qui était proche au niveau de sa sensibilité et du mouvement des Gilets jaunes, qui m'a raconté sa vie vraiment à lui. Voilà, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement, enfin, qui était en Bretagne, qui a une vie assez compliquée, qui a travaillé comme cuistot, c'est vraiment la littérature, le théâtre, la langue qui l'ont sauvé aussi d'une vie assez dure et assez, je pense, voilà, compliquée, quoi. Donc voilà, il a une extrêmement grande sensibilité. Moi, la seule chose peut-être que je me reproche par rapport au film, c'est de ne pas lui avoir accordé encore plus de place. Mais c'est vrai que c'est un moment, il y avait beaucoup d'autres personnages. Il y avait aussi la figuration qui m'a accaparé, les gens qui sont, voilà. Mais c'est vraiment parce que c'est quelqu'un qui, je veux dire, il y a des acteurs qui vont bouffer un peu qui vont prendre la place. Voilà, vous avez Pio Marmaille, il faut, voilà. Mais Jean-Louis, c'est justement, c'est un acteur qui est beaucoup plus, je veux dire, discret, beaucoup plus sensible, et voilà, c'est pas lui qui va travailler pour voilà, c'est pas dans sa nature. C'est peut-être pour ça qu'on l'a un peu oublié, ou que voilà, parce que c'est pas quelqu'un. D'ailleurs, il choisit aussi ses projets. Il court pas après. Enfin, il fait du théâtre, mais il court pas après le cinéma d'une manière folle, quoi. Je crois que le projet lui a aussi plu, ou l'a interpellé à un endroit de lui, quoi. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un effectivement d'assez particulier. C'est pas un acteur qu'on voit tous les jours, mais c'est quelqu'un de. Je trouvais aussi que j'avais envie d'avoir des noms professionnels, peut-être des visages un peu oubliés, peut-être voilà, d'essayer aussi que même au niveau de ce que ça raconte dans le cinéma, ça croise des gens différents, quoi. J'avais pas envie de prendre un acteur. J'avais pensé à Bouly, j'avais pensé à Xavier Beauvois, j'avais pensé à plein de, voilà, mais je trouvais que Jean-Louis, ça m'intéressait plus que ce soit quelqu'un comme lui, quoi. On va prendre une dernière question. Je crois qu'il y a monsieur là-bas au bout. Et une dame là. Bon. Allez-y. Déjà, merci pour la belle saison d'hier soir qui était très juste. Et je voulais savoir si vous sentiez une évolution dans votre direction d'acteur et comment vous pourriez la qualifier. Aïe, aïe, aïe. Bonne question. C'est-à-dire, c'est aussi très différent. Quand j'ai commencé dans Poker et que j'avais Caroline Cellier et Pierre Arditi qui me regardaient parfois d'un air un peu goguenard en disant « Bon, alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire ?» ou en disant « Bon, allez, ça va, ça va. » J'ai une assurance que aujourd'hui, les acteurs voilà, me font confiance, m'écoutent, sont plus... j'ai moins. Il y a un endroit de légitimité. J'ai mis longtemps à me sentir légitime, parce que c'est aussi un endroit, ça, sur lequel on pourrait parler longuement, de la légitimité qu'on peut avoir, ou qu'on a par rapport à son vécu, à son expérience, à plein de choses. Donc voilà, il y a une espèce de choses qui se passent d'une manière beaucoup plus, j'allais dire, d'écoute. Je me sens
parler, voilà, je me sens pas jugée, je me sens pas réfrénée pour dire les choses. Je peux des fois montrer comment on fait une scène, ou s'ils y arrivent pas, ou leur dire ou arrêter, ou être. Voilà, j'ai l'impression d'être dans un entraînement comme j'ai confiance, j'ai l'impression que je peux aller encore plus loin, que je peux dire encore plus de choses, et surtout que je peux reprendre les acteurs jusqu'à ce que je sois contente de ce qu'ils font. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai la même musique. C'est-à-dire que même quand Valéria, elle improvise, si tout d'un coup elle en fait trop, je lui dis allez, c'est bien, mais là, ça c'est pas intéressant. Tu vois, je suis capable de dire allez stop, là ça va pas. Non, on reprend, la sois plus concise, parce que là si tu fais tu fais du barbotage, là tu fais des trucs en trop, on sait pas, voilà. Donc alors qu'avant j'aurais peut-être été j'aurais dit bah tu vois, voilà, donc je tiens jusqu'à temps. Je sais que après au montage, si j'ai pas ce que je veux, je vais m'en mordre les doigts. Donc je vais continuer. Et puis j'ai envie de les pousser encore plus loin, quoi. Et je sais que les acteurs, ils n'aiment que ça, c'est qu'on les bouscule, c'est qu'on les dérange, c'est qu'on aille chercher quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas produire, et que c'est ensemble qu'on va le produire, que c'est ensemble. Donc je pense que peut-être parce que avant, je n'osais pas, j'avais pas. Parfois, j'étais, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça, mais parce que je ne le vois pas. Je ne dis pas que je dirige quelqu'un. On cherche ensemble, on fait quelque chose ensemble. Et après chaque prise, en général, je regarde même tout le monde et je dis bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore trouver quelque chose ? Et parfois le chef-op dit tiens, je sais pas, je me dis allez, ça va, mais est-ce qu'on ronronne, est-ce qu'on peut trouver un tout petit, et puis un acteur, je dis, ça lui donne une idée d'eux, etc. Donc on construit ensemble. C'est ça que je dis, le travail il se fait ensemble, il se fait. C'est quand même je me souviens d'une des vieilles monteuses avec qui j'avais travaillé sur Les Amoureux, que m'avait conseillé Xavier Beauvois, qui était Agnès Guillemot, qui avait fait les films de Godard, et qui me disait mais le cinéma c'est un sport d'équipe. Et c'est vrai que voilà, on est chef d'équipe, mais il y a quand même un truc voilà, et les gens plus vous leur faites confiance, plus vous leur donnez des éléments, meilleurs ils sont. C'est-à-dire que on est ensemble, et plus. Enfin, on écoutait au César là, comment Champetier même parlait de Léos Carax. On avait l'impression vraiment qu'il leur avait aussi donné des ailes par rapport au travail. Donc je pense qu'un metteur en scène, c'est ça, c'est de donner l'espace. Et je pense que quand on commence, on a peur d'être jugé. Et on veut surtout, on veut faire croire qu'on sait tout. Parce qu'on se dit, si on ne sait pas, on va nous dire « Ah, mais tu ne sais pas », et on va être... on a peur d'être jugé. Alors que moi, j'ai plus peur de rien, je m'en fous, j'ai pas peur d'être jugé, j'ai fait assez... Voilà, donc au contraire, je me dis, on travaille ensemble, on n'est pas... Voilà, et si je dis une connerie, je dis une connerie. Si un acteur, je lui dis un truc, mais on va complètement... Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Et je pense que justement, c'est que comme ça qu'on arrive à... C'est aussi parfois en merdant, parfois en trouvant pas, parfois... Voilà, il y a des scènes où on est hyper inspiré, où on a une espèce de... Voilà, moi je rêverais d'être à l'époque où il y a des moments où je ne suis pas inspiré, où je peux m'arrêter pendant 2 heures à réfléchir, sauf qu'on est obligé de produire parce qu'on est quand même dans un moment où tout coûte cher et on n'a pas le loisir d'être comme Piala, de s'arrêter et de partir du plateau. Mais... Dans tous les cas, je pense que c'est ça, c'est de se risquer, je pense aussi, c'est de ne pas avoir peur des acteurs. Il y a aussi le fantasme du metteur en scène, qui a l'impression que les acteurs vont prendre le pouvoir, qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, que s'ils sont trop à l'aise, ils vont vous bouffer. Mais non, j'ai l'impression qu'il faut donner la place. Plus ça va, plus je me dis, plus le côté d'être généreux et de leur laisser faire, et puis après on reprend. Ça ne veut pas dire qu'on va garder ça, mais après on reprend doucement, on dit tiens, ça c'est bien, mais essaye maintenant d'être beaucoup plus sobre, de faire le truc complètement en retenue, ou d'avoir ça comme arrière-pensée. Puis ça donne des idées, ça donne, je sais pas, d'être comme ça donne plein d'idées d'entreprendre, d'entrevoir des choses d'une manière différente,
leur dire de dire les choses très très rapidement, à peine audibles, je sais pas, ça permet beaucoup mais je repense beaucoup au théâtre, hein, quand je repense beaucoup aussi aux leçons que j'ai eues justement avec Vitesse ou même avec Michel Bouquet. Je réinterprète des choses par rapport à des choses qui me disaient, je trouve intéressantes, que des fois je dis aux acteurs que je peux glisser comme ça. Une toute dernière question. Oui, une question aussi concernant la fracture. Pendant toute la masterclass, vous nous avez expliqué comment, au moment de l'écriture de vos scénarios, de l'adaptation des films, vous pensiez à des actrices, à des acteurs aussi, en vous disant tiens, ce rôle va être tenu par telle ou telle actrice, tel ou tel acteur. Et là, sur la fracture, curieusement, on a parmi les rôles principaux une non-professionnelle, Aïssatou Diallo. Et comment est-ce qu'elle est arrivée du coup, parce que par définition, étant non professionnelle, vous n'avez pas pu penser à elle avant pour ce rôle-là, et comment est-ce que le fait qu'elle ait gagné le César remet éventuellement en question le fait de se dire, bah, tiens, peut-être que je devrais ne pas penser à des acteurs connus et partir à l'aventure, chercher, je ne sais pas, enfin... Je pense à des acteurs... j'ai pensé à Scott Thomas, j'ai pensé à Cécile de France, mais des fois j'ai des blancs, hein, comme sur, je vous disais, un amour impossible. C'est une fois scénario terminé que j'ai rencontré Virginie, mais j'avais pas d'idée préconçue. Là, au départ, je voulais trouver une actrice pour le rôle d'Aïssatou, et on a fait des essais avec beaucoup de jeunes actrices, mais l'expertise, comme parallèlement je faisais des essais pour tous les petits rôles de soignants avec des vrais soignants, et je les faisais jouer. Je voyais que l'expertise, comment il tenait quelqu'un, la réalité des gestes des soignants et une actrice, elle n'avait aucune autorité sur. Ça marchait pas du tout. Donc je me suis dit, il faut que je cherche il faut que je cherche parmi les soignants, et il se trouve qu'Aïssatou est venue. Il y a peu de soignants, j'allais dire, noirs qui se sont déplacés, d'ailleurs. C'est aussi l'autorisation de se donner la permission de jouer. Mais bon, Aïssatou est arrivée, et voilà, il se trouve qu'on a fait des essais avec elle et qu'elle a été extraordinaire. Donc moi surtout, c'est que c'est la première fois que je travaille avec des non-professionnels. J'ai toujours eu très... C'est pour ça que je dis chaque film est un défi, chaque film est une... voilà, ça a été une réussite pour elle et pour moi dans le travail, etc. C'est génial. Je suis tellement fière et tellement heureuse de sa prestation, de ce que ça lui a apporté, etc. Mais je prévois pas mes films. C'était là, voilà, je savais que je voulais travailler avec des non-professionnels. Je voulais essayer quelque chose. Est-ce que le prochain, je le ferai ou pas? Pour le moment, j'espère retravailler avec elle, par exemple. J'espère refaire un film avec elle et pas lui donner un rôle de soignant, justement, l'amener ailleurs. J'espère le faire. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment entrevoir. Après, il y a des films où je ne sais pas du tout. Là, je suis sur 2 films. Il y a un film où j'ai pas du tout d'idée d'acteur, et il y a un film où j'essaie justement de me dire, tiens, j'ai des idées d'acteurs, mais ça va peut-être se déplacer. Mais je sais que je veux des acteurs connus pour ce film-là, parce que ça m'intéresse aussi de travailler avec des gens qui ont... C'est très intéressant de travailler avec des gens qui ont du savoir-faire. Par exemple, Pio Marmaille, je trouve que c'est un acteur super. Par moments, je le trouve pas très bon dans les films. Je trouve qu'il n'est pas assez... Et voilà, et moi, je me dis que je vais l'amener encore plus loin. Mais voilà, c'est ma folie à moi, ou mon avis à moi. Après, peut-être qu'il y a des gens qui le trouvent meilleur dans d'autres films. C'est pas ça. Je dis pas que ce que je pense est la vérité. Mais dans tous les cas, moi, j'ai envie par moment d'acteurs que je trouve formidables. J'ai pas envie de m'en priver. J'ai envie aussi voilà, je travaillais avec Noémie Lovski dans le rôle d'une paysanne. C'était aussi un défi absolu, parce qu'il n'y a pas plus parisien, fumeuse de clopes, et que Noémie Lovski, l'amener à traire les vaches, c'est quand même... C'était d'ailleurs, quand je lui ai proposé le rôle, elle m'a dit, mais t'es sûr que c'est à moi que tu le proposes, hein? Elle était et elle a été géniale, parce que c'est pareil, c'est une immense actrice, et et que c'est quelqu'un de merveilleux, quoi. Donc moi, j'ai pas envie non plus de me priver de ça, des rencontres, des gens nouveaux, mais d'acteurs que j'aime. Il y a tellement d'acteurs avec qui j'aurais sûrement pas la possibilité de travailler, parce que je vais pas faire
autant de films et qu'il y a plein de gens que je trouve merveilleux, quoi. Quand je vois Swan Arlo, que je trouve que c'est un acteur de dingue. Enfin, il y a tellement d'acteurs sublimes, quoi. J'aimerais tourner tous les jours, quasiment. On peut déjà revoir tous les acteurs que tu as fait tourner, puisque tous les films dont on a parlé aujourd'hui sont présentés aujourd'hui et demain dans les différentes salles du Festival Écran Mixte. Merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse Catherine Corsini.